tous et à toutes. Donc aujourd'hui, avec Laura, on va vous parler en fait des analyses qu'on a fait sur l'étude, sur l'accord Scoblance. Donc ma partie, c'est plus sur la validation externe d'un score de classification qui a été proposé en 2021 pour le cancer de la vessie. Et Laura va parler de premier axe de sa thèse. Donc un peu de contexte, le cancer de la vessie est le 10e cancer diagnostiqué dans le monde et en Europe, le taux d'incidence selon l'âge est 20 pour 100 000 hommes et 4,6 pour 100 000 femmes. Et la situation en France, en termes d'incidence, c'est le 4e cancer et en termes des décès par cancer, c'est le 7e décès, le cause de mortalité par cancer. Et sur les 30 dernières années, l'incidence a augmenté à peu près de 1% par an et avec un effet beaucoup plus prononcé chez les femmes et comme on sait que le facteur de risque principal pour le cancer de la vessie est le tabagisme et que le tabagisme est arrivé tardivement chez les femmes, ça peut s'expliquer cette différence chez les hommes et les femmes. Alors, en termes de classification, il y a deux types principaux de cancer de la vessie. Nous, on s'est concentré sur le cancer de la vessie non invasif, qui est à peu près 75% des cancers qui sont diagnostiqués. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce sont les cancers qui sont plus, on peut dire, à l'intérieur de la vessie et qui n'ont pas encore envahi le muscle de la vessie. Donc en termes de stades, ce sont les stades T1, T1 et 6. Et pour les traitements, si le traitement est très basé sur le niveau de risque pour la progression, la récidive et même l'échec de traitement. Et donc en fonction de cette classification, cet niveau de risque, si c'est un niveau bas, ils font juste la surveillance par les méthodes endoscopiques. Et si c'est un niveau intermédiaire ou un niveau de haut risque, ils font les instillations intravésicales par PCG ou mitocine pour réduire le risque de récidive. Mais ce qui est c'est intéressant pour les médecins, c'est de voir le niveau de risque pour la progression, c'est-à-dire progression vers une maladie invasive, et essayer de changer le traitement pour éviter en fait cette progression. En termes de l'existence des méthodes dans la littérature des scores pour cette classification, il existe pour les patients avec un cancer non invasif, il existe 4 types de modèles pour déduire le risque. Et ce sont les modèles qui sont plus basés en fait sur les modèles de scoring. Donc il y en a 3 qui ont été proposés avant les années 2015 et ils ont tous un problème de surestimation des risques de récidive et la progression. Et en 2021, l'Association européenne de l'urologie, ils ont proposé une nouvelle classification de risque. En gros, ils ont mis à jour leur proposition de 2015 et depuis, il n'y a pas eu beaucoup de validation externe en fait de cette classification. Et en termes de pratique en France, cette classification n'est toujours pas mise en place. Et en France, le comité de cancérologie de l'Association française de l'urologie, ils sont toujours basés sur le modèle de scoring de 2015 et ils attendent d'avoir plus de preuves pour la classification de 2021 pour pouvoir mettre en place. C'est pour ça que nous, on s'intéressait à faire cette validation externe dans une cohorte qui contient quand même assez de patients pour pouvoir faire cette validation.
et aussi avec des données beaucoup plus récentes et beaucoup plus propres. Donc, un peu sur cancer sur la cohorte Coblenz. Donc, c'est une cohorte nationale, multicentrique, et qui contient 1796 patients qui ont été diagnostiqués de cancer de la vessie. Et la période d'inclusion, c'était entre décembre 2012 et juin 2018. Et ils ont été suivis pendant 6 ans. Et le suivi a été fini en juin 2024. Et avec les critères d'inclusion pour pouvoir adapter notre modèle, on a 340 patients avec le cancer non invasif. Et nous, on s'est concentré que sur les patients qui n'ont pas eu le traitement BCG, comme dans le papier principal, parce que le BCG, il y a des preuves qui montrent qu'en fait le BCG, ça réduit le risque de progression, donc ils ont été éliminés. Pour les analyses statistiques, donc outcome principal pour nous c'était le temps jusqu'à la progression. Et dans le papier principal, les décès qui sont liés à la progression de cancer de la vessie, ils ont aussi été comptés comme un événement. Mais par contre, sur la cohorte Coblenz, pour l'instant, on n'a pas toutes les causes de décès. Donc on ne pouvait pas faire ce choix. Et on a fait le choix d'éliminer les décès, de censurer les décès qui sont arrivés avant une progression. Pour la validation externe, donc on était un peu limité en termes de méthodologie parce qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'informations dans le papier principal. Donc le papier principal était basé sur un modèle de Cox, mais on n'avait que les coefficients de modèle de Cox, on n'avait pas les risques de base, donc on ne pouvait pas faire la calibration beaucoup plus avancée, on peut dire. Donc en termes de méthodologie pour la validation externe, ce qu'on a fait, on a regardé la pente de la calibration. On a aussi vérifié si le modèle est bien fité ou c'est mis-spécifié. Et on a aussi regardé, comme dans le papier principal, le CR-Index de Harel a été proposé à 5 ans et à 10 ans. On a regardé cette mesure de discrimination aussi. Et ensuite, on a comparé nos groupes de Kaplan-Meier pour les différents groupes de risque. Et on a comparé avec la population sur laquelle la méthode a été développée. Et juste pour info, la base sur laquelle les données ont été développées contenait 3400 patients et ça a été proposé dans le papier de Sylvestre. En termes de caractéristiques de la population, entre notre population, la population validation que j'ai notée, et la population dérivation, on est à peu près sur les mêmes distributions. Il y a certaines différences. Par exemple, on a moins de patients avec un stade T1 et on a plus de patients avec concomitance 6. Mais ça peut, surtout pour le concomitance 6, ça peut être lié au changement de pratique ou même le diagnostic qui a été fait. Parce que les données de papier principal, c'est de 1990 jusqu'à 2018. Donc ça peut être lié aux différents changements pratiques. Et en termes nous, dans Coblenz, on avait quand même quelques données manquantes, donc il fallait prendre en compte cet aspect données manquantes aussi. Pour le calcul de ce score, donc comment ça se passe, il y a des variables âge, nombre de tumeurs, un maximum de taille de tumeur, le stade T, le statut concomitant 6 et aussi les deux classifications de grade, soit le WHE 2004-2016, soit la classification de 1973 vont être utilisées. Donc on a les coefficients de modèles et on attribue des différents points à chacune des variables cliniques. On fait la somme et on obtient un score total. Et ce score total, ensuite, va être
catégorisés en 4 catégories, faibles, intermédiaires, élevées et très élevées. Et pour ça, on a aussi fait l'imputation multiple pour prendre en compte cet aspect donné en compte. Alors, pour les résultats, comme je vous ai dit, on a regardé la pente de la calibration, et on voit qu'on trouve une pente, la valeur à peu près proche de 0,9, donc ce qui montre que la discrimination de notre modèle est un peu plus faible par rapport à la base sur laquelle le modèle a été développé. En termes de est-ce que le modèle est spécifié, on n'a pas de preuve en fait nos coefficients se diffèrent par rapport au coefficient de la base principale. Et en termes de C-index, dans le papier principal, on avait un C-index de 0,8. Et peu importe le modèle, si on utilise le grade de 2004-2016 ou si on utilise le grade de 1973, on a à peu près un C-index de 0,77 qui est très proche de C-index à 5 ans qui a été présenté dans le papier principal. Et pour la comparaison entre le couple de Kaplan-Meier et le couple proposé, donc les couleurs moins foncées ce sont les courbes de Kaplan-Meier présentées dans le papier principal, et ensuite j'ai ajouté nos courbes de Kaplan-Meier par-dessus. Donc on voit que dans les deux bases, on arrive à peu près de façon similaire séparer le groupe des différentes classes, de faibles jusqu'à très haut. Et après, sur le plot plus haut, qui a utilisé la classification de grade de 2004-2016, on a l'impression qu'il y a en fait ce système de scoring est moins capable de séparer le groupe intermédiaire et le groupe de LV, donc entre les courbes rouges et les courbes bleues, par rapport à ce qu'on voyait en fait dans la classification de grade 1976. Et après, on voit que plus le temps passe, plus nos courbes commencent à se séparer par rapport au courbe de papier principal. Et ceci peut être aussi lié au fait qu'on n'a pas pris en compte les décès dans notre modèle. Et surtout pour la classe de très haut, ce sont la classe qui sont beaucoup plus susceptibles à voir le décès par cancer de la vessie. Et nous, on n'a pas pris en compte le décès dans ce groupe. Donc, pour la conclusion, nous, on a des résultats qui sont assez promoteurs en termes de discrimination sur notre base de données par rapport à cette classification. Et les différences, ça peut être expliqué aussi par les différences sur les variables à baseline qu'on avait entre les deux bases. Et on a plutôt l'impression que le grade 1976, ça marche mieux si on l'utilise par rapport au grade 2004-2016. Comme je vous ai dit, on a une surestimation de la progression et que celui-ci dans la base de développement, et ce qui peut être expliqué aussi par les causes de décès. Et donc, nous, on va essayer de compléter les causes de décès qui sont manquantes. Une fois qu'on a fait ça, on peut refaire des analyses pour être sûr en fait que cet effet va être réduit un petit peu. Et par la suite, ça nous intéressait aussi, c'est de voir si on ajoute d'autres biomarqueurs à ces modèles, est-ce qu'on arrive à améliorer l'aspect prédictif en fait de ces modèles pour la progression. Donc justement, du coup, sous cet aspect biomarqueur, c'est ce qui s'inscrit dans le cadre de mon projet de thèse, donc qui porte sur l'évaluation clinique de modèles de prédiction du cancer de la vessie en intégrant des biomarqueurs dans la cohorte Coblence. Et donc, comme l'a dit Mariam, donc, le score de risque EAU 2021 n'inclut pas de données de biomarqueurs. Et en fait, le fait d'ajouter des biomarqueurs dans ces systèmes de classification, ça pourrait améliorer leur accuracy. Et notamment, l'inflammation chronique, c'est un facteur qui peut promouvoir la progression des tumeurs.
Et donc un biomarqueur qui pourrait être intéressant, c'est la CRP, C-réactive protéine, qui est un marqueur de l'inflammation qui est associé à un mauvais pronostic de plusieurs cancers. Et donc c'est un biomarqueur qui est utilisé en routine, qu'on mesure simplement par une prise de sang qui est assez peu coûteux. Et c'est aussi un biomarqueur qui est assez stable dans le temps, donc c'est un biomarqueur qui est intéressant à regarder. Donc l'objectif du travail que je vais vous présenter, c'est d'évaluer la valeur additionnelle de la CRP en l'ajoutant à ce système de classification. Donc moi, je vais vous le présenter juste pour le cas où on utilise le grade OMS 2016, mais je l'ai fait dans les deux cas. Donc pour les méthodes, donc la population que j'ai utilisée, donc c'est 1062 patients avec un cancer non invasif pour lesquels on avait les données de CRP disponibles. La CRP, elle a été mesurée avant la chirurgie d'inclusion et on l'a dichotomisée en définissant la CRP supérieure à 5 mg par litre comme la CRP élevée. Donc dans notre population, on avait 76% des patients qui avaient un niveau de CRP faible et 24% un niveau de CRP élevé. Pour les analyses statistiques, donc on a utilisé des modèles de Cox dans lesquels on a inclus la valeur du score EAU 2021 et le niveau de CRP. Donc pour la discrimination, on a calculé les OROC à 1 et 5 ans et on a comparé la discrimination du modèle à 1 et 5 ans avec et sans CRP. Et ensuite, pour chaque sous-groupe de risque, on a fait des courbes de Kaplan-Meier pour comparer pour voir si la CRP permettait de mieux discriminer les patients au sein de ces sous-groupes. Et pareil que ce que disait Mariam, donc on avait des données manquantes, donc on a fait de l'imputation multiple. Donc au niveau des résultats, donc dans le modèle de Cox, on voit que lorsqu'on ajoute la CRP, donc un niveau de CRP élevé, c'est significativement associé à une augmentation du risque de progression de la maladie. Ensuite, donc au niveau de la discrimination à 1 et 5 ans, on voit que dans le modèle, lorsque l'on rajoute la CRP, donc la UC va passer de 0,766 à 0,776. Donc on a fait aussi des tests de longue pour voir si la différence était significative. On voit que ce n'est pas significatif, mais ça augmente légèrement à 1 an. Et à 5 ans, par contre, on n'a pas d'augmentation de la UC lorsqu'on ajoute la CRP dans le modèle. Et donc ensuite, au niveau des courbes de Kaplan-Meier, donc par sous-groupe, donc on différencie, donc on a stratifié suivant le niveau de CRP. Et donc on voit que dans le groupe intermédiaire, il y a donc les patients qui ont un niveau de CRP élevé ont un risque de progression plus élevé. Et avec le test du log-rank, on voit donc cette différence est significative. On a une p-value de 0,04. Dans les groupes high risk et very high risk, on voit aussi que les patients avec une CRP élevée ont un risque de progression plus élevé, mais ce n'est pas significatif. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que dans le groupe intermédiaire, la CRP, ça pourrait aider à mieux caractériser, considérer le niveau de CRP, ça pourrait aider à mieux caractériser les patients à plus haut risque dans le groupe intermédiaire. Et donc, pour conclure, donc, les forces de cette étude, c'est qu'on a utilisé la cohorte Koblenz, qui est une des plus grandes bases de données sur le cancer de la vessie. Donc on a vu que le score EAU 2021 a été validé de façon externe dans une autre cohorte, donc ce qui favorise son utilisation et sa généralisabilité. Et l'ajout de CRP, donc ça permet d'améliorer légèrement l'accuracy du modèle à 1 an, et ça aide aussi à mieux caractériser les patients qui sont dans le groupe intermédiaire. Après, donc, il y a aussi des limites de l'étude à prendre en compte. Donc, la CRP, c'est un marqueur qui est très sensible, mais qui n'est pas spécifique. Et donc, la CRP peut être élevée pour d'autres causes d'inflammation. Et on n'avait pas de données disponibles sur d'autres infections qui peuvent causer une élévation de la CRP. Et donc, les prochaines étapes, dans le cadre de ma thèse, ça va être de s'intéresser à d'autres biomarqueurs, de voir si notamment l'ajout de séquences d'ARN à ces modèles, ça permet de les améliorer, et aussi d'étudier des approches multi-omiques en combinant les séquences d'ARN et des données génotypiques. Je
juste à la fin, je voulais remercier Simone, Stéphane et Julien en fait, à l'équipe Encostat et à nos collaborateurs à l'Institut Curie et pour l'étude de AO à nos collaborateurs à l'association France Urologie de la France, Urologie de la France, CCAF.